Bonjour à tous, et oui, aujourd'hui, pour cette vidéo, je me lance dans le podcast audio, donc vous n'entendrez et ne verrez que ma voix. C'est un format que je songe à lancer depuis quelques temps. Vous avez pu le constater avec les interviews par exemple que j'essaye de faire intervenir d'autres personnes sur la chaîne, notamment des chercheurs. Et donc en plus des interviews, j'ai envie de faire participer divers intervenants pour discuter autour d'un thème, d'une question ou d'une actualité. Mais le problème c'est que en vidéo ça demande beaucoup de temps et en plus il faut que je me déplace à la rencontre des personnes qui n'habitent pas forcément près de chez moi. Alors une des solutions ça pourrait être d'utiliser Skype pour faire des vidéoconférences, mais personnellement je suis pas fan de faire une capture d'une vidéoconférence pour en faire une vidéo parce que en fonction des connexions les résultats peuvent être plus ou moins bons. Donc la solution que j'ai choisie, c'est de faire ces entretiens en podcast. Ça demande peu de matériel, juste mon enregistreur audio. Ici c'est mon bon vieux Zoom H1 que j'ai depuis le début de ma chaîne. Ou sinon, j'aurais juste à enregistrer le son d'un entretien par Skype sans me soucier de la qualité de l'image. Et aussi le podcast, niveau montage, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format sur la chaîne vous plaira. J'ai quelques entretiens enregistrés d'avance qui ne parleront pas forcément de paléontologie. Mais ça, je vous laisse la surprise. Pour ce premier épisode, on va parler de paléontologie, plus précisément de paléoanthropologie. Vous avez peut-être vu en avril dernier des articles parlant de la découverte d'une nouvelle espèce humaine. Eh bien, j'ai pu en discuter avec l'un des auteurs de cette découverte, et ce sera donc le sujet de ce premier podcast. Donc pour conclure, profitez bien de cette vidéo, et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter. Et moi, je vous dis à plus. Nous sommes donc aujourd'hui avec Guillaume Davert, qui est chercheur au laboratoire de paléontologie de Poitiers, Palévoprime. Et déjà Guillaume, merci de nous accorder un peu de temps. Merci. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, histoire que les gens te connaissent un peu mieux? Oui, donc moi je travaille à Palévoprime. Alors ça portait pas tout à fait ce nom-là avant, mais qu'importe, c'est le même labo. Je travaille donc à Palévoprime depuis 2012, de septembre 2012, donc ça va faire 6 ans et demi, même bientôt 7. Et je suis maître de conférence, donc ça veut dire que je fais des cours en université et en même temps je fais de la recherche. Et donc nous sommes ici pour parler de la découverte de cette nouvelle espèce humaine, donc Homo luzonensis, qui a été découverte dans les Philippines, plus précisément sur l'île de Luzon, d'où le nom donné à cette nouvelle espèce. Et comme cette découverte commence un peu à remonter, elle remonte à avril dernier, eh bien est-ce que d'abord tu peux nous faire un rappel du contexte de cette découverte ? Ouais. Globalement, avant effectivement de présenter ces découvertes, je pense que c'est pas mal. Ce serait pas mal de dresser un léger panorama de ce que l'on peut dire concrètement sur que nous dit la paléanthropologie en gros depuis ces 15 dernières années. Et en fait, c'est vrai qu'on a vécu une sorte de petit bouleversement conceptuel dans la mesure où sur 15 ans, on a pu identifier un certain nombre de groupes humains nouveaux dans le registre fossile. À savoir notamment ce qu'on appelle les Denisoviens, on a Homo naledi en Afrique, on a également l'Homo floresiensis qui a été trouvé en 2004, uniquement sur l'île de Flores, donc en Indonésie. Et pour nous, identifier autant de groupes humains en aussi peu de temps, là je parle quasiment en temps presque géologique, mais à notre échelle c'est beaucoup en fait. Et ça toutes ces découvertes ont principalement, en tout cas ont largement contribué à complexifier les scénarios que l'on avait essayé d'établir en termes de peuplement du globe, qui avait été initié, dont on sait qu'ils ont été initiés au moins il y a 1 800 000 ans. Et toutes ces espèces-là, on semble-t-il, ce sont des cousins plus ou moins éloignés de notre espèce, donc d'Homo sapiens. Mais elle semble avoir s'étendre dans la chronologie sur de vastes périodes. Et c'est un peu dans ce contexte-là que les travaux qui ont été menés en Indonésie se positionnent maintenant. Alors on savait, pour parler un peu plus des Philippines, que on avait vraisemblablement une présence humaine assez ancienne, et ça on le savait depuis les années 40 à peu près. Des sites avaient été identifiés avec des faunes spécifiques. On avait même des outils qui permettaient d'attester donc cette présence humaine ancienne, plusieurs centaines de milliers d'années à la louche. Mais on n'avait pas les moyens d'attester de leur association, en tout cas d'attribuer une date assez précise pour ces outils. Donc
c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on se positionne, c'est-à-dire que ce qui s'est passé concrètement, c'est que ce sont essentiellement des sites de plein air qui avaient été explorés jusqu'aux années 70, et les travaux qu'on mène actuellement dans l'île de Luzon, donc au nord-est de l'île de Luzon, à Callao, sont réalisés dans une grotte, et c'est vraiment à partir de ces années 70 que les grottes ont commencé à être explorées, notamment la grotte de Callao. Alors à l'époque, c'est vrai que c'est les premiers travaux qui avaient été faits, les premiers sondages, n'avaient pas livré de travaux véritablement convaincants. Mais bon, parfois avec un peu d'opiniâtreté, on peut arriver à des résultats tout autres. Et c'est en 2003 que Armand Mijares, donc un collègue philippin de l'Université des Philippines, a réactivé ses travaux là-bas. Il avait trouvé des choses relativement intéressantes, et pour aller vite, je dirais, c'est vraiment qu'à partir de 2007 qu'il a pu retrouver des niveaux très riches en ossements animaux, dont un métatarsien de toute petite taille, qui présentait aussi des petites caractéristiques assez particulières, mais qui globalement correspondaient bien à ce que l'on pouvait connaître d'un Homo sapiens. Voilà. Donc, même si les collègues avaient émis à cette époque-là des réserves sur l'attribution spécifique, l'hypothèse la plus parcimonieuse, c'était de proposer une attribution ad l'homo, ça c'était certain, et sapiens, ça c'était probable, mais voilà. Bon, pour le coup, pour parler de ce contexte, c'est vraiment à partir de cette période-là, à partir du moment où ils ont découvert des restes humains, que ces collègues donc des Philippines, qui à l'époque travaillaient aussi avec des collègues australiens, ont contacté Florent Détroit, qui, pour le coup, c'est lui qui a mené l'analyse sur cet os. Et donc, ça les a encouragés véritablement à redoubler d'efforts pour travailler dans cette grotte, et c'est en 2011 puis 2015 que les 12 autres spécimens ont été identifiés, donc ces 12 spécimens qui ont été publiés en avril dernier. Et je sais qu'à l'époque, donc c'était pour les premiers résultats, les premiers fossiles qui ont été découverts de cette seconde salve m'avaient été présentés par Florent. C'était surtout pour l'aspect, ce qu'on appelle les restes post-crâniens, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas la tête osseuse globalement, ni les dents. C'est parce que je travaille spécifiquement là-dessus, c'est un peu mon champ d'expertise, on va dire. C'est à cette époque-là qu'il me les avait montrés. Et effectivement, ça m'a laissé un peu bouche bée, dans la mesure où on avait des éléments qui étaient, pour certains, de très petite taille, pour d'autres, pas forcément, mais qui, dans tous les cas, présentaient des morphologies complètement atypiques, si ça avait été de l'Homo sapiens, en tout cas. Donc voilà, en gros, les résultats de l'analyse qui a été menée par la suite ont été publiés récemment. Et puis bon, peut-être que tu avais des questions un peu plus spécifiques sur ces résultats. Concernant les résultats, pour avoir lu l'article en question, donc l'étude ça concerne la description de matériel dentaire et de matériel post-crânien, notamment des métatarses. Alors on rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, les métatarses ce sont des os du pied. Pour la question suivante, est-ce que toi tu peux résumer qu'est-ce qui, dans la description de ces éléments, a permis de conclure dans cette étude qu'on n'avait pas affaire à de l'Homo sapiens, mais qu'on avait affaire apparemment à une nouvelle espèce humaine? Alors, pour juste préciser un petit peu, au niveau des dents, je dirais, on a vraiment une mosaïque de caractères en fait, avec on dispose actuellement de prémolaires d'une part et de molaires globalement. Pour ces prémolaires, au terme de dimension, rien de très surprenant si on les compare à d'autres espèces fossiles notamment. En revanche, on sait que certains aspects, notamment le nombre de racines, certaines présentent 3 racines, ce qui est exceptionnel dans l'espèce humaine, l'espèce Homo sapiens pour être précis, actuellement, c'est vraiment exceptionnel. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est très fréquent chez des espèces humaines très très anciennes, ou alors carrément des australopithèques. Autre aspect qui permet un peu aussi de complexifier les choses, et de montrer à quel point on a une combinaison de caractères tout à fait atypique. Sur les molaires, par exemple, on a des molaires qui sont en taille absolue extrêmement réduite, sans équivalent quasiment si on les compare avec d'autres espèces humaines. Donc, l'un dans l'autre, on arrive à cette combinaison tout à fait particulière. Dans ce cadre-là, c'est vrai que les os post-crâniens nous disent quelque chose peut-être d'un petit peu plus, pas forcément plus simple, mais peut-être un petit peu plus homogène, ou en tout cas permettre d'insister sur cette ressemblance entre ces éléments
post-crânien donc, et leurs homologues chez, par exemple, des australopithèques. Donc chez des individus, des groupes préhumains, je dirais, qui auraient vécu entre 2 et 4 millions d'années notamment. Alors, on va prendre 2 exemples. Hein. C'est d'une part les os de la main, donc on a une phalange en particulier, et ensuite je pourrais parler un petit peu d'une phalange de pied. La phalange de la main, par exemple, elle est relativement allongée. Alors, ça veut pas dire que c'est un objet de grande taille dans l'absolu, hein, mais qu'elle est très allongée si on la compare, par exemple, à ses surfaces articulaires qui sont, elles, relativement réduites. Donc, ça lui donne forcément une forme assez allongée, et elle est relativement courbe et aplatie. Quelque chose qu'on retrouve absolument pas dans le registre humain, je dirais, actuel en tout cas. Et pour l'essentiel, fossile également. L'autre aspect, c'est-à-dire, là on va s'intéresser un peu plus aux pieds, là on a là encore des phalanges qui sont extrêmement courbes, qui présentent là encore des surfaces articulaires plutôt réduites, et des zones d'insertion pour des muscles fléchisseurs des pieds, c'est-à-dire des choses qu'on utilise relativement peu, nous autres Homo sapiens actuellement, mais qui semble-t-il a eu une importance, par exemple chez ces fameux australopithèques. Donc on a l'un dans l'autre un signal, un faisceau d'éléments qui nous oriente vers un signal morphologique particulier, c'est-à-dire quelque chose qui évoque de l'australopithèque. Voilà, ça ne veut pas dire que ce sont exactement les mêmes caractères, hein, malgré tout, parce qu'on a affaire ici, entre Homo luzonensis et les australopithèques, on a affaire à des groupes qui sont très éloignés, tant d'un point de vue géographique que dans la chronologie, évidemment. Alors oui, on a oublié de préciser que le site dans les Philippines où a été retrouvé Homo luzonensis, les datations donneraient un âge entre 50 000 et 67 000 ans. Oui, c'est vrai. Les australopithèques, on monte à plus d'1 million d'années. Ouais, voilà, tout à fait. C'est qu'en fin de compte, alors ça, ce qui est bien par contre, parce que c'est pas toujours facile dans un contexte de grotte, c'est qu'on a pu faire des datations directes. D'une part, au niveau du fameux métatarsien, ça qui a été publié en 2010, et au niveau d'une troisième molaire également, qui a été là pour le coup publié plus récemment. Et on sait qu'on a des dates minimales d'occupation de la grotte de 50 et 67 000 ans à peu près. Donc on est vraiment sur des périodes relativement récentes en fin de compte. Hein. Et donc pour le coup, puisqu'on parle de date, la question qui se pose c'est évidemment quel a pu être par exemple les relations de parenté entre l'Homo luzonensis et les autres groupes humains contemporains et présents dans cette zone du globe. Donc, si on comprend bien, au niveau du matériel post-crânien, la morphologie décrite pour cette nouvelle espèce serait plus proche des australopithèques que des espèces plus modernes d'hommes comme Homo sapiens ou l'homme de Néandertal. Alors ça, oui, très clairement. En termes de ressemblance, d'un point de vue purement factuel, si on prend en compte, par exemple, la phalange de pied, quelques petits détails, micro-détails près, on pourrait tout à fait la confondre avec une phalange de pied d'australopithèque. C'est un exemple, on pourra en trouver d'autres, mais à travers cet exemple, ça illustre bien quelque chose, potentiellement des mécanismes évolutifs complexes qui ont permis d'arriver à un tel résultat. C'est-à-dire qu'en gros, on peut au moins postuler deux hypothèses. La première, c'est qu'effectivement, il s'agit bien des mêmes morphologies et d'un point de vue évolutif, on pourrait considérer que cette innovation, en tout cas cette morphologie plutôt, s'est maintenue à travers le temps et quelque part l'espace, mais la géographie on va dire. Et globalement, on pourrait tout à fait imaginer que cet Homo luzonensis serait le fruit d'une migration d'une population très ancienne qui s'enracinerait dans un groupe humain ou préhumain relativement ancien en Afrique. Difficile de dire d'ailleurs d'estimer une date évidemment. L'autre possibilité que l'on peut établir à travers cet exemple-ci, mais qui reste valable pour l'ensemble des interprétations de la morphologie des fossiles attribués à luzonensis, l'autre possibilité, c'est qu'en fin de compte, cette morphologie corresponde en fait à une convergence ou une réversion qui se serait mise en place chez une population qui aurait migré il y a un certain temps, difficile à dire quand, sur cette île, et qui serait lié à un contexte d'évolution dans un cadre insulaire, concrètement. Ça, on sait que c'est des choses qui peuvent se produire. On peut avoir des vraies surprises en termes de morphologie et d'évolution morphologique dans les contextes insulaires. Et finalement, le cas de luzonensis nous apprend que les espèces humaines, au même titre que n'importe quel vertébré, a pu subir les mêmes règles ou les mêmes tendances.
Justement, pour parler de ce contexte insulaire, donc un exemple célèbre d'évolution dans ce contexte, c'est le nanisme insulaire. Il y a par exemple en Méditerranée l'exemple d'espèces d'éléphants qui ont migré sur des îles et que ces espèces-là sont beaucoup plus petites que les autres. Donc c'est ça qu'on appelle le nanisme insulaire, et que donc ce phénomène peut se produire chez tous les mammifères, également chez l'homme, puisque l'homme, comme tous les animaux, est également soumis à l'évolution biologique. Un exemple célèbre de cette évolution chez l'homme, c'est l'espèce Homo floresiensis, qui est donc une espèce humaine naine. Exactement. Et donc, est-ce que cette nouvelle espèce, Homo lusiensis, c'est un exemple similaire à Homo floresiensis? Alors c'est vrai que pour Floresiensis, on a déjà au niveau du gisement, donc pour replacer les choses, Floresiensis, comme son nom l'indique, a été identifié sur l'île de Flores. Alors l'île de Flores, au même titre que l'île de Luzon, d'un point de vue, je dirais, de l'évolution de ces terres émergées, elles ont subi finalement une histoire un petit peu analogue. C'est-à-dire que nous sommes dans le contexte de l'Asie du Sud-Est insulaire, qui couvre une surface de plus de 2 millions de kilomètres carrés, et rien que les Philippines regroupent plus de 7000 îles. Donc, on est déjà dans un contexte géographique qui est complexe. Et si on intègre la notion de temps, il faut savoir que rien que sur les 2 derniers millions d'années, certains groupes d'îles, de terres émergées, n'ont jamais été en contact direct, et donc n'ont jamais été accessibles à pied sec à partir du continent asiatique. C'est le cas notamment de l'archipel philippin, de l'île de Flores, de Timor, de structures comme ça, ce qui n'était pas le cas par exemple à Sumatra ou à Bornéo. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on se positionne. Alors si on s'intéresse à Flores, effectivement, qui a été trouvé et donc publié en 2004, on a affaire à un individu de très petite taille, à peine plus d'1 mètre, avec des caractères au niveau crânien notamment, qui peuvent encore évoquer de l'Homo erectus, qui peuplait encore les terres d'Asie continentale. Mais on retrouve aussi des caractéristiques au niveau de l'épaule, au niveau du poignet, au niveau du pied, qui évoquent largement encore des australopithèques. Mais on a d'une part assez peu d'éléments qui permettent de comparer Floresiensis, des éléments communs qui permettent de faire des comparaisons tangibles entre Floresiensis et Luzonensis. Et pour le peu que l'on peut voir, notamment à travers ces os des mains et des pieds, on a quand même des morphologies un petit peu différentes. Donc c'est pour ça que globalement on n'a pas affaire, on pense en tout cas pour l'instant, et on pense, et c'est certainement justifié, que ces 2 groupes humains sont véritablement 2 groupes humains distincts. Peut-être que par l'avenir, avec une meilleure compréhension avec déjà des nouvelles découvertes et notre meilleure compréhension de la variation morphologique, notamment de Luzonensis, parce que Floresiensis commence à être pas mal documenté, cette meilleure compréhension nous aidera à mieux caler cette variation et à établir avec plus de certitude si Luzonensis est bien distinct de toute autre espèce humaine, ou alors effectivement on pourrait le rapprocher à une autre espèce, par exemple Floresiensis. Mais pour l'instant on n'en est pas du tout là. Vraiment pas. Et c'est vrai que si on continue cette comparaison, par exemple, à Luzonensis, on a parlé un peu de Floresiensis déjà, mais pour Luzonensis, au niveau des dents, au niveau de la structure interne des dents, des molaires en particulier, on a encore quelque chose qui évoque largement de l'Homo erectus asiatique. Donc, à côté de ça, si on regarde ces combinaisons de caractères chez ces 2 groupes humains, on a effectivement des choses qui sont qui évoquent de l'Homo erectus, pour parler basiquement, par certains aspects, et au niveau du squelette post-crânien qui évoque plutôt de l'australopithèque, là encore, par certains aspects. Donc on peut trouver certaines analogies. Et de la même manière que pour Floresiensis, la mise en place de cette morphologie atypique a été expliquée par ce contexte insulaire, de la même manière on pourrait l'appliquer vraisemblablement à Luzonensis. Voilà. Pour l'instant, on en est un peu là, c'est une hypothèse qui nécessite d'être testée, mais bon, voilà ça. Et donc c'est pour ça que justement, comme le matériel est très fragmentaire pour Luzonensis, qu'il me semble vous n'avez pas encore proposé de relation de parenté entre Homo luzonensis et les autres espèces humaines. Non, je dirais que on pourrait et on va essayer de proposer des analyses qui iraient dans ce sens-là. Ça va quand même, c'est une des nombreuses questions qui vont couper le plus clair de notre temps à l'avenir. Mais je dirais que le premier pas, quand on a affaire à des morphologies si atypiques qui justifient l'identification et l'invention d'une nouvelle espèce, c'est déjà beaucoup.
quand on veut faire passer ça dans un manuscrit globalement. Il faut déjà convaincre les collègues, qui vont tous avoir leur propre expertise de la variation de certains éléments osseux, de certains éléments dentaires. Donc voilà, il faut les convaincre, et dans ces cadres-là, il vaut mieux se focaliser sur un message qui est déjà fort en fin de compte, c'est-à-dire la reconnaissance d'une nouvelle espèce humaine, se focaliser sur ce message-là et donner tous les éléments qui permettent de justifier cet aspect-là. Les questions relatives au lien de parenté de ces groupes humains identifiés à Luzon, et d'autres questions, comme leur mode de locomotion par exemple, c'est des questions qui vont là encore nous occuper pour les années à venir, mais qui relèvent presque ce sont d'autres questions. Et là encore, si on veut que le message soit clair et qu'il soit jugé dans ces termes, dans des termes de clarté, il vaut mieux parfois ne pas trop mélanger les différents messages. C'est ça qui est important. Justement, c'est intéressant parce que dans une interview qu'avait donnée Florent Détroit, donc l'auteur principal de cette étude, il avait dit que pour le moment, avec les éléments que vous aviez à votre disposition, vous étiez parti sur l'hypothèse qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce, mais que à l'avenir, si d'autres découvertes viennent contredire cette hypothèse, eh bien que vous reconnaîtrez que vous êtes trompé. Alors même si ce terme est un peu dur, mais en gros c'est pour illustrer que c'est comme ça que avance la recherche. On part de données qu'on a au début et qu'au fur et à mesure des données s'ajoutent et que les hypothèses évoluent. Alors si on réfléchit un peu au terme, je dirais pas le terme trompé en fait. C'était un peu dur, sérieux. Non, mais il y a pas de problème. Je pense que c'est la première confusion que les gens pourraient faire globalement. On présente, en fonction d'un état des connaissances donné, une analyse qui a convaincu. Pour parler simplement, je dirais pas forcément tout le monde, c'est pas le but. Les gens ont leur propre avis, évidemment, surtout les chercheurs, c'est leur prérogative. Mais l'idée, c'est de convaincre le plus de gens, et notamment les gens qui étaient impliqués dans les processus de relecture de ces revues. Pour l'instant, après ça va changer sans doute, mais certainement. Mais bon, pour l'instant, ça a convaincu. Mais il faut bien prendre en compte que ça a convaincu dans un contexte donné, c'est-à-dire qui correspond à notre connaissance du registre fossile dans une certaine globalité. Les découvertes vont aller croissant, c'est certain, et avec en redistribuant quelque part certaines cartes, peut-être que ça va nous permettre soit d'affiner, soit d'infirmer les hypothèses qu'on a émises dans le papier. La science fonctionne comme ça. On établit certains barreaux d'une échelle et les collègues s'appuient sur ces barreaux pour aller toujours un peu plus loin. Et on s'appuie toujours sur les épaules de nos prédécesseurs pour travailler. C'est le principe. Donc ce que Florent a pu, je pense, évoquer dans les interviews, c'était pas que on a dit ça, on s'est peut-être planté et c'est pas grave. C'est pas ça qu'il voulait signifier, c'est clair. C'est juste de dire, encore une fois, pour l'instant, on peut dire ça. Voilà. Et ça permet au final de mettre l'accent et de parler au grand public aussi, quelque part. Et de dire au grand public, et aussi bien sûr à une communauté de spécialistes, voilà ce que l'on peut dire de la variation du registre fossile humain à cette période-là. Ce que l'on sait et ce qui a été identifié à Callao présente une combinaison de caractères qui est singulière, au sens strict du terme, et donc, en cela, ça justifie l'invention d'une nouvelle espèce. Alors, pour en revenir un peu à la description de cette nouvelle espèce, c'est notamment au niveau du matériel post-crânien. Donc, on a dit que pour le moment, avec ce matériel, vous ne pouviez pas faire de proposition de relation de parenté et de phylogénie. Mais par contre, est-ce qu'au niveau des capacités locomotrices de Homo luzonensis, tu as pu en apprendre un peu plus à partir de ce matériel? Est-ce que par exemple, tu as pu déterminer qu'il était bipède ou non? En l'état actuel des choses, on peut présumer, mais ça serait au sens strict de la spéculation. Pourquoi je dis ça? C'est parce que finalement, en éléments post-crâniens, on dispose de 2 os de la main, de 2 os des pieds, on a un fémur d'un juvénile, et c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec 4 os des mains et des pieds dont on peut dire qu'ils ne proviennent pas des mêmes individus?
Qu'est-ce qu'on peut dire d'un fémur qui est issu d'un juvénile, qui fait, qui ne fait que quelques centimètres, enfin, pas quelques centimètres, un peu plus gros, mais qui est vraiment de très petite taille. Ben voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. On peut dire ça ressemble à, mais après en termes d'interprétation fonctionnelle, il faut aller beaucoup plus loin. Donc on a des objectifs, on va voir ce que ça va donner, notamment si on s'intéresse à la structure interne par exemple, si on intègre des échantillons de comparaison plus élevés, plus importants. Ça fait partie des choses qu'il faudra considérer, et puis voilà, la science ça prend du temps, dans certains cas, et même souvent d'ailleurs, surtout quand on veut éviter de dire des choses un peu de manière trop prématurée qui seraient fausses pour le coup. Bah d'ailleurs ici on en a un peu un exemple parce que si j'ai bien compris, le matériel là qui a été publié en avril 2019, il avait été découvert en 2015. Alors là c'est une dent en fait. Hein. Oui. Le fameux métatarsien qui avait été initialement, qui était le premier élément qui a été publié de la grotte, hein, donc cet élément de la voûte plantaire, il a été publié en 2010. Il a été découvert en 2007. Ouais. L'essentiel du reste du matériel a été découvert en 2011. Voilà, et publié en 2019, donc il y a eu 8 ans de travaux. Alors c'est toujours pareil, hein, parfois, enfin, qu'est-ce qui peut justifier ce temps-là? C'est déjà, il y a véritablement un temps d'analyse qui est incompressible. Il y a un temps de chercheur, tout simplement. C'est là encore le premier auteur de l'étude, Florent Détroit, il est maître de conférence. Je veux dire, il a des enseignements à faire, il a de l'administration de l'enseignement à faire. Si on veut là encore mieux comprendre les choses, il faut aller sur le terrain. Ça veut dire partir 1 mois, voire plus, 2 mois dans l'été. Donc c'est un réel investissement, et les justifications qui permettent d'expliquer pourquoi ça peut prendre de temps sont finalement assez légion en fait. Donc voilà. Et puis parfois c'est vrai qu'on tourne 3 fois la langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. Enfin, avant de dire qu'on a inventé une espèce quand même, parce qu'on en invente malgré tout pas tous les jours, même si les 15 dernières années, on l'a vu, avait été assez riche de ce point de vue-là. Bah justement, ça pourra permettre de faire la transition vers la prochaine question. Donc comme tu l'as dit, Homo heisensis, c'est la 6e espèce contemporaine que l'on découvre, enfin qui vivait à l'époque. Alors pour rappeler, il y a 67 000 ans, on trouvait donc de l'Homo sapiens, de l'homme de Néandertal, les Denisova, Homo floresiensis et Homo naledi. Et donc maintenant, avec Homo lucensis, ça fait une 6e espèce contemporaine. Et donc ma question, c'est, pour un paléoanthropologue, est-ce que c'est si surprenant de découvrir qu'on avait au moins 6 espèces contemporaines il n'y a pas si longtemps? C'est effectivement une bonne question. Non, c'est pas du tout surprenant en fait. Le registre fossile en paléontologie ne regorge que de ça en fait, que de ce type d'exemple. C'est-à-dire quelque chose qui est buissonnant tout le temps. C'est ce qui est vraiment surprenant, c'est plutôt la situation actuelle en fin de compte, où il n'y a plus que Homo sapiens. Et qui en plus est très, je dirais, entre guillemets, très invasif comme espèce, et qui est surtout très adaptable en fait, que l'on peut retrouver au niveau des pôles, à toutes les latitudes, et à toutes les longitudes d'ailleurs, et à toutes les altitudes. Donc c'est ça qui est finalement assez extraordinaire. Alors, c'est toujours un peu difficile de parler de survivants, évidemment, on n'en est pas du tout là, c'est peut-être plutôt le contraire qui est en train de se produire, mais c'est assez surprenant. C'est pas surprenant. Après, là encore, on parle bien d'espèces paléontologiques. Souvent, les gens font la confusion avec l'espèce biologique. Alors même si on marche sur des œufs quand on va sur ce terrain-là, puisqu'on part comme du principe, souvent dans certaines analyses de phylogénique, finalement. C'est un petit peu la même chose, mais au sens strict du terme, on ne parle pas tout à fait des mêmes choses. Pour identifier une espèce actuellement, on dispose ne serait-ce que des tissus mous, ce dont nous autres paléontologues ne disposons quasiment jamais, sauf cas très très particuliers ou exceptionnels. Donc on ne parle que d'un type de tissu, c'est un tissu minéralisé, ou des tissus minéralisés, pour être précis. Et ces tissus, nous racontent qu'une partie très congrue de l'histoire évolutive. Donc, là encore, je pense que même pour le grand public, c'est important de faire cette distinction
entre espèces biologiques et espèces paléontologiques, à mon sens. L'espèce paléontologique, là encore, nous aide à décrire et à parler, déjà entre spécialistes, mais aussi d'évoquer avec le grand public la notion de diversification, de diversité, d'évolution, mais en utilisant qu'un certain type de critères ou quelques types de critères. Alors ça ne veut pas dire que c'est infondé ou que ça a moins de puissance, ça a de la puissance. Mais voilà, il faut juste préciser qu'on ne parle pas tout à fait des mêmes choses entre des néontologues, donc des gens qui vont travailler sur les espèces actuelles, et des paléontologues. Et donc, pour en venir un peu, donc comme tu as dit, maintenant, actuellement, il n'y a plus qu'une seule espèce d'homo, donc Homo sapiens. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire, enfin, je sais que ça t'est fait oublier, est-ce que tu sais une idée de pourquoi les autres espèces auraient disparu? Alors peut-être, je pense pour les N6, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour de réfléchir pourquoi cette espèce a disparu. Il me semble, pour le Néandertal, on a une petite idée, il me semble. Oui. Est-ce que globalement on aurait une idée de pourquoi Homo sapiens est la seule espèce qui reste encore actuellement? Non, je te dirais non, parce que finalement après, à la limite pour les Néandertaliens, effectivement, il y a un certain nombre de faisceaux d'hypothèses qui peuvent être avancés sur une potentielle adaptation au climat, un éloignement, des structurations démographiques particulières, c'est-à-dire des populations structurées en petits groupes relativement éloignés les uns des autres, un certain nombre de paramètres comme ça qui sont invoqués. Il est clair qu'on est loin des schémas, en gros, Sapiens s'est déboulé et a tué tout le monde. On a déjà, là pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut voir sur le registre, sur l'os, concrètement, ce genre de témoignage. Donc voilà, on peut pas le dire. Les épidémies, avec les éléments qu'on a priori, on peut pas le dire non plus. On retrouve un peu de génome de néandertaliens chez les sapiens actuellement, de la même manière avec les dénisoviens, d'ailleurs, on retrouve leurs traces. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas en tout cas, il n'y a certainement pas qu'une seule raison qui permettrait d'expliquer la disparition du registre d'un certain nombre de ces espèces, comme les néandertaliens, les dénisoviens ou Homo naledi. Maintenant, est-ce qu'ils ont disparu au sens strict du terme, à partir du moment où on peut évoquer 4-5% de génome issus de ces groupes humains et encore identifiés chez Homo sapiens actuellement. Finalement, c'est peut-être là-dessus qu'il faut s'interroger quelque part. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on a très très peu d'éléments. Homo naledi, par exemple, c'est une des espèces les mieux connues finalement du registre africain du Pléistocène. On a, ça se compte en milliers le nombre de spécimens actuels, alors qu'on n'en est pas du tout là sur tous les autres sites africains. Et pourtant, c'est, je dirais, un point dans une chronologie et dans une géographie. L'Uzon-N6, c'est pareil. Donc, comment établir des scénarios avec finalement un point, quoi, pour chacune d'entre elles. Les Néandertaliens, c'est vrai que c'est différent. C'est différent. On commence à voir plusieurs centaines d'individus connus, répartis sur une zone géographique qui s'est clairement étendue depuis ces dernières années, d'ailleurs. Hein. Maintenant, on sait qu'on en a en Sibérie, par exemple. Bon, mais voilà, quoi. Il n'y a pas de réel scénario consensuel autour de ça. Maintenant, pour un peu conclure boucler la boucle, justement, qu'on a vu que ce que montre un peu Homo luzensis et toutes les autres espèces contemporaines d'Homo, c'est que l'homme, on subit l'évolution comme toute espèce, et comme toute espèce, peut-être un jour on finira par s'éteindre. Peut-être, ouais, peut-être. Après, c'est peut-être la question, c'est est-ce que par rapport au rôle de la paléontologie, est-ce que ça peut rappeler que Homo sapiens, nous sommes pas une espèce à part, nous sommes une espèce comme les autres animaux, et est-ce que ça peut être ce signal-là que oui. Envoyer la paléontologie. Ça c'est clair. Ça à mon sens c'est très clair. Pour être plus précis, parce que tu parlais d'extinction, de toute façon on va s'éteindre, c'est sûr. La question c'est plutôt du comment. Exactement. Est-ce que ça sera long ou plutôt relativement bref à l'échelle des temps géologiques, ça je ne sais pas. De toute façon là faut quand même être assez clair. On fournit des éléments de réflexion pour essayer d'envisager, par exemple, certaines crises telles qu'on se prépare à en vivre et qu'on commence déjà à vivre au niveau climatique. Bon, on a des cas pas des cas d'école, mais on a des exemples concrets. Maintenant, on n'est pas des futurologues.
Quoi qu'on en dise, on serait bien en peine d'établir à quoi ressemblera Homo sapiens d'ici quelques milliers d'années. Et après, je dirais qu'il y a toujours quelque chose, comment dire, qu'on a plus de mal à étudier, à identifier, c'est que avec l'homme actuel, on va dire, il y a un aspect culture, et on ne sait pas bien encore jusqu'où cette culture interagit avec, je dirais, le biologique, en règle générale. Alors on sait par exemple que le fait d'utiliser des chaussures a une implication sur la géométrie et la conformation du pied. Et c'est pour ça que quand on essaie de comparer des éléments de la voûte plantaire, par exemple, on en parlait tout à l'heure, avec d'autres, avec de l'Homo sapiens, le fait d'utiliser des zoomologues issus d'une voûte plantaire qui était dans une chaussure ou qui n'était pas dans une chaussure, surtout une chaussure, je dirais, relativement moderne, ça a une implication concrètement. Donc voilà, on a des petits éléments comme ça, mais c'est vrai que cet aspect culturel est relativement, ça reste quelque chose pour lequel on n'a pas d'autres, à cette échelle-là, je veux dire, on n'a pas d'autres équivalents actuels. Alors même si on sait que Homo sapiens n'est pas égal à la culture, évidemment, de nombreuses autres espèces humaines, voire préhumaines, ont disposé d'ailleurs d'un certain type de culture, mais voilà, jusqu'où ça a pu avoir une implication sur l'évolution biologique, et jusqu'où ça a une implication sur l'évolution biologique, c'est quelque chose qui est un peu plus nébuleux. Et donc en gros, c'est pour dire que la paléontologie est bien là pour rappeler que l'Homo sapiens est une espèce comme les autres espèces. On appartient comme buisson du vent, mais après, il faut pas demander aux paléontologues, comme des fois on entend, de prédire l'avenir, parce que ce n'est pas du tout leur travail. Ah non, on n'est pas Madame Irma, quoi. C'est ça. Et techniquement, je pense surtout actuellement, je vois pas trop qui pourrait prédire sur les 50 prochaines années ce que les choses vont devenir. Mais bon, voilà. Eh bien écoute, moi je n'ai plus de questions, donc encore un grand merci de nous avoir accordé un peu de temps pour cet entretien. Et en tout cas, on te souhaite bonne continuation dans tes recherches et peut-être on espère se recroiser un jour sur la chaîne. Merci.